bonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir un débat sur les guerres hybrides de demain. Et pour ce débat très intéressant et un peu prospectif, j'ai le plaisir d'accueillir le général Philippe Adam, commandant de l'espace, le contre-amiral Vincent Sébastien, adjoint au commandant de la cyberdéfense, et le contre-amiral Éric Laveau, en charge de la maîtrise des fonds marins. Alors, on va partir assez rapidement sur la table ronde. Est-ce que vous pouvez définir chacun dans votre domaine respectif ce qu'est le concept de guerre hybride en général? La guerre hybride, c'est quelque chose qu'on a vu réapparaître assez récemment, notamment autour de certaines agitations dans l'Est de l'Europe, il y a quelques années déjà, et ça se confirme. Enfin, globalement, la définition de ce qu'est une guerre hybride n'est pas tellement différente de ce qui contribue à une guerre totale. En fait, c'est un peu la guerre par tous les moyens, et la guerre qui peut surprendre l'adversaire. Mais disons que si elle est hybride, c'est qu'elle est justement pas totale, et souvent on désigne par guerre hybride de tout ce qui constitue des actions de force, mais sous le seuil, donc qui permet à quelqu'un d'obtenir un avantage en utilisant la force, mais de façon relativement discrète, et en tout cas sans passer le seuil d'une agression caractérisée. Alors pour le domaine de l'espace, évidemment, ça prend une forme un peu particulière. Je pense que les exemples abonderont dans les autres domaines également, mais l'espace est un milieu où la guerre hybride peut se développer particulièrement facilement, puisque c'est quelque chose où l'observation est difficile. Les objets qui tournent vite et ils tournent loin. Ils sont quand même difficiles à détecter, difficiles à observer de près. Et c'est difficile d'apporter des preuves sur ce qui se passe dans l'espace. Donc même si on constate quelque chose, on aura beaucoup de mal à apporter des preuves. Et donc c'est là que peuvent se développer tout un tas d'attitudes et d'agressions qui ne sont pas vraiment des agressions, en tout cas dont on peut dénier que ce sont des agressions. C'est ce qu'on appelle la caractérisation, c'est ça? Alors la caractérisation, ça serait plus essayer de définir ce que fait un satellite, mais ça fait partie effectivement des exemples que j'allais donner sur la façon dont on pouvait utiliser les satellites pour faire de la guerre hybride. Effectivement, un satellite renifleur, quelqu'un qui vient vous tourner autour, vous ne savez pas exactement ce qu'il fait, donc vous pouvez nier qu'il est agressif, puis il ne vous a pas agressé tant qu'il ne vous a pas touché, qu'il n'a rien fait de problématique, mais c'est aussi un satellite, comme vous le disiez, qui est mal caractérisé, c'est-à-dire qui est déclaré pour une mission alors qu'en fait il a la capacité de faire d'autres choses. Et donc, tant que vous n'avez pas vu le satellite de près, que vous n'avez pas observé ses antennes, ses capteurs, il peut y avoir toujours un doute sur l'adéquation entre ce qu'il fait, c'est les manœuvres qu'on observe, c'est les orbites, différentes choses qu'on peut observer, et ce qu'il est vraiment destiné à faire. Donc ça, on peut dissimuler pas mal de choses, et c'est très favorable évidemment à la guerre hybride. Mais aussi dans l'espace, si vous provoquez des interférences, entre une interférence accidentelle et un brouillage volontaire, c'est quand même extrêmement difficile de faire la différence, des choses comme ça. Voilà, et puis l'espace exo-atmosphérique reste aussi un endroit où la juridiction est assez peu établie et peu solide, et donc là aussi il y a assez peu de règles, en tout cas il n'y a pas grand-chose d'interdit, et donc là aussi c'est un terrain très favorable pour les guerres hybrides. Amiral Sébastien, évidemment, tout ce qui est cyber et cyberdéfense, on est vraiment dans la guerre grise, entre guillemets, évidemment. C'est quoi la définition pour vous de cette guerre souterraine? Comment on peut la caractériser? Alors la définition, je dirais que c'est exactement la même, puisqu'en fait, pour revenir sur les actions hybrides, ce sont des actions combinées qui peuvent être militaires ou pas spécifiquement militaires, et qui, par leur conjonction, finalement, vont poser un dilemme fondamental, qui est un dilemme de réponse, comment je réponds à ces actions-là, et un dilemme d'interprétation. Et donc, on rebondit sur c'est sous le seuil du conflit ouvert, et il y a une ambiguïté sur l'origine de l'attaque. Dilemme d'interprétation, dilemme de réponse. Et le cyber, effectivement, le cyberespace, c'est un milieu qui est particulièrement favorable à ce type d'action hybride. Pourquoi? Parce que techniquement, par sa construction, aujourd'hui, il reste encore très difficile techniquement de détecter l'origine d'une attaque. Et donc d'être certain d'avoir affaire à tel adversaire. Et c'est la raison pour laquelle l'attribution en matière d'attaque cyber est de nature politique. Il y a des éléments techniques qui sont constitués par des services, des experts, puis ensuite il y a une attribution qui est plutôt de nature politique. Voilà, donc c'est un espace qui est assez opaque et qui s'y prête très bien. Les effets ensuite cyber sont d'une létalité qui est limitée.
En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas d'exemple d'attaque cyber à gros potentiel de létalité. Donc, on reste sous le seuil, effectivement, du conflit. Il y a une certaine forme aussi de réversibilité, entre guillemets, ou d'effet limité, typiquement des attaques par déni de service, comme on en a saturation par déni de service, comme on a pu en connaître récemment sur le réseau interministériel de l'État, par exemple. Ce sont des attaques qui ne durent pas. Donc qui envoient une certaine forme de signal, qui restent sous le seuil et qui sont relativement limités en termes d'effets. Et l'autre aspect fondamental du cyberespace, c'est qu'il a plusieurs couches. Il a une couche très technique que j'ai un peu détaillée, des réseaux, des fibres, etc., des serveurs. Et puis il a une couche supérieure, on va dire informationnelle, cognitive, celle des réseaux sociaux, des applications qu'on utilise. Et là, il y a un couplage, bien souvent, d'actions très techniques avec des actions dans le champ informationnel. Souvent, finalement, les attaquants cyber utilisent par ailleurs les réseaux sociaux pour, si je puis dire, vendre, faire de la publicité sur leurs actions. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que le cyberespace se combine très bien avec d'autres modes d'action dans le cadre d'une guerre hybride. Mireille Lavaux, effectivement, les grands fonds marins sont opaques aussi. Donc, comment la guerre hybride se manifeste-t-elle? Pour l'illustrer, je vais évoquer deux exemples alors, qui ont eu lieu dans des fonds finalement pas si profonds. On a tous en tête évidemment l'acte malveillant sur Nord Stream 2. Et puis le deuxième, à peu près dans la même zone, sur le Baltic Connector, qui était en fait un pipe couplé à un câble sur lequel en fait fortuitement un bateau ayant navigué pendant plusieurs kilomètres a traîné sur le fond son ancre, endommageant ainsi, coupant le câble et endommageant ainsi le pipeline. Donc on y retrouve les dominants des trois espaces qu'on a évoqués à l'instant, hein, que l'amiral Vendier appelait les espaces communs. C'est-à-dire qu'on a du mal à imputer, à attribuer l'acte malveillant, d'une part. D'autre part, on a potentiellement une portée stratégique sur l'acte réalisé, alors surtout sur Nord Stream 2, dans une moindre mesure sur le Baltic Connector. Ça fait également appel à des technologies et à des compétences très pointues que tout le monde ne possède pas. Et puis une singularité pour les fonds marins, c'est-à-dire que contrairement à l'espace exo-atmosphérique et puis l'espace aéromaritime ou aéroterrestre, pour encore quelques années, l'espace sous-marin est trouble, opaque et assez hostile. Merci. On va aborder un volet sur le retour d'expérience de la guerre en Ukraine. On voit bien qu'il y a une intensification des opérations ennemies, en tout cas hybrides, de plus en plus, avec une désinhibition des adversaires. Quelle est votre analyse sur ce conflit ukrainien en général? Alors effectivement, avec le conflit ukrainien, on est au-delà de la guerre hybride. Alors il y a plein d'actions hybrides dans une guerre qui est vraiment une guerre totale. Mais effectivement, on observe beaucoup de choses. Et pour ce qui concerne l'espace exo-atmosphérique, on entend souvent dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 1922 était le déclenchement de la première guerre spatiale. C'est pas tout à fait vrai. L'espace était déjà utilisé dans les opérations militaires avant. Mais là, clairement, les opérations en Ukraine ont été ouvertes par une attaque des Russes sur des systèmes de communication par satellite ukrainiens qui utilisaient un système commercial, Viasat, et donc l'attaque était cyber. Donc là aussi, on se rencontre pas mal. Et donc, mais c'est intéressant puisque, alors effectivement, on n'a pas vu d'attaque cyber très létale. Celle-là, elle a quand même détruit à peu près 10 000 terminaux qui étaient utilisés par un certain nombre d'utilisateurs. Donc il y en avait quelques centaines en Ukraine chez des utilisateurs militaires et tout le reste, c'était chez des utilisateurs civils. Et donc ils ont causé pas mal de dégâts à cet endroit-là. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu se développer ensuite et dans les sujets dont on a parlé. Les Russes, mais comme les Ukrainiens aussi d'ailleurs, cherchent à attaquer les capacités spatiales de l'adversaire. Ces capacités spatiales qui lui procurent un avantage, en tout cas dont il se sert pour conduire ses opérations militaires. Donc forcément, ça devient un enjeu aussi opérationnel. Et donc ça, c'est ce qui est très clairement développé, alors avec des moyens limités, et peut-être on n'a pas vu encore se développer toute la gamme des agressions possibles. Mais néanmoins, c'est au quotidien qu'on observe du brouillage contre les satellites, contre les utilisateurs des SATCOM et un certain nombre de choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Ça veut dire que concrètement, les Russes peuvent brouiller la constellation de Starlink? Alors je ne sais pas s'ils peuvent, mais ils essayent.
Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, sur leur attaque de février 22, ils ont réussi à avoir un effet déterminant sur les communications ukrainiennes. Bon, après, on sait que leur offensive, ils n'ont pas réussi à mener leur offensive jusqu'au bout. Assez rapidement, les Ukrainiens ont réussi à rétablir des communications par satellite grâce à Starlink. Et on sait que les Russes essayent d'attaquer Starlink depuis ce moment-là, mais on n'a pas constaté d'interruption de service. On a constaté des perturbations, mais pas vraiment d'interruption du service. Et on voit qu'ils essayent donc de brouiller les communications, mais aussi avec le brouillage GPS, ça a aussi un certain nombre d'effets. Donc ils essayent tout ce qu'ils peuvent avec un succès qui est pour l'instant mesuré. Mais c'est bon, voilà. Je n'ai pas le détail précisément, mais je constate que Starlink tient pour l'instant. Dans la cyberdéfense, j'imagine qu'évidemment les Russes ont essayé pas mal de choses avec de nombreuses attaques, y compris sur les pays baltes, sur les pays proches de la Russie. C'est quoi votre rétex sur cette guerre jusqu'ici ? Alors en Ukraine, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'effectivement on a dépassé le seuil finalement du conflit là pour le coup entre l'Ukraine et la Russie. Donc on n'est plus véritablement dans l'hybridité, mais on est véritablement dans l'intégration de tous les milieux et tous les champs dans cette guerre totale. Et le cyber n'y échappe pas. Donc effectivement, il y a des coups d'éclat. Le cyber a été très présent, et il est toujours très présent dans ce conflit. Coup d'éclat, donc Viasat d'entrée, on va dire, de conflit. Et puis, plus récemment, c'était en décembre 2023, l'attaque du principal opérateur de téléphonie mobile, Kyivstar, qui a impacté des millions d'abonnés. Ça a pris plusieurs semaines pour avoir à nouveau un service efficace. Et au-delà de ça, au-delà de ces coups d'éclat, ce qu'on voit en termes de rétex dans le conflit, c'est qu'on a une intégration et une synchronisation autant que faire se peut des effets cyber aux effets cinétiques, ce qui n'est pas facile. En fait, c'est une vraie difficulté d'être parfaitement synchronisé parce que les tempos de planification et d'exécution sont souvent difficiles. Et ce qu'on a vu, c'est qu'après une première phase, par exemple, russe, début 2022, après le début de l'offensive, il y a eu beaucoup d'attaques cyber lancées. Et ensuite, il y a une phase un peu de reconditionnement, de rechargement, si je puis dire, de l'arsenal offensif pour ensuite reprendre un rythme de saturation par attaque. Alors au-delà de ça, au-delà du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et puis de ces attaques cyber qui sont extrêmement importantes, il y a l'effet hybride sur ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et là, pour le coup, on constate quand même des choses assez récemment. Donc vous avez pu voir dans la presse, ça a été diffusé largement, que par exemple avait été créé sur Internet un faux site qui s'appelle s'engagérukraine.fr et qui mimait le site institutionnel de l'armée de terre qui c'est s'engager.fr. Voilà. Et après, avec des relais sur les réseaux sociaux pour nuire en fait à la France et prétendre que nous recrutions des combattants pour aller en Ukraine. Voilà. Donc ça c'est de l'hybridité. Donc au niveau politique, ça a été effectivement attribué à la Russie, pardon. Et puis il y a les épisodes plus récents des cercueils, par exemple dans Paris. Donc ça, c'est véritablement plutôt de l'effet hybride qui se joue dans la couche informationnelle du cyberespace. Merci, Amiral. Amiral Lavaux, vous, votre rétex sur la guerre en Ukraine, en tout cas, se limite pas, j'imagine, à ce qui s'était passé sur le Nord Stream 2. Mais comment, je veux dire, les Russes ont cette volonté politique de faire mal dans les grands fonds marins? Ouais, donc au-delà de la guerre en Ukraine. Je pense qu'on a la manifestation de l'activité russe se caractérise notamment par la cartographie qu'ils ont réalisée des infrastructures maritimes énergétiques qui ont été réalisées ces dernières années par des bâtiments qui se réclament du service océanographique et hydrographique russe et qui en fait agissent pour le compte du GUGI, qui est l'organisme de renseignement maritime. Donc ça, c'est une opération qui est conduite par des bâtiments de surface, donc qui sont effectivement tracés notamment par les capacités spatiales françaises, et puis par toutes les chaînes d'avions de patrouille maritime, de frégates, de sémaphores, etc., etc. Donc ça, on a pu le tracer. Et puis ensuite également, il y a des opérations alors qui ne sont pas forcément liées aux opérations en Ukraine, mais qui ont été réalisées par le passé,
par d'autres vecteurs du même GUGI, qui étaient des sous-marins nucléaires, ex-lanceurs d'engins, et qui ont été transformés pour développer des capacités d'intervention par grand fond. On dit-on, jusqu'à 6000 mètres de profondeur au moyen de sous-marins. Et donc ça a été l'occasion de notamment cartographier probablement au large des côtes irlandaises et britanniques les câbles sous-marins qui, comme on le sait, transportent plus de 99% des données Internet, vidéo, etc. Donc, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait déjà des opérations par grand fond qu'on pouvait caractériser d'hybrides. Depuis la guerre en Ukraine, on peut éventuellement évoquer les opérations de guerre des mines, de mouillage de mines qui ont été réalisées en mer Noire. Alors, où en fait il y a une forme d'hybridité, puisqu'il y a plusieurs dizaines de mines qui ont dérivé en mer Noire, et il est assez difficile de caractériser si le mouillage de ces mines a été réalisé délibérément, à dessein, par l'un des deux adversaires, ou si c'est tout simplement des mines qui avaient été mouillées, notamment par les Ukrainiens, mouillage défensif pour empêcher les opérations de débarquement à Odessa, et qui ensuite ont lâché leur câble. Voilà, donc là, il y a une forme d'hybridité également en mer Noire. Merci. Au-delà de l'Ukraine, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des scénarios en tête, des scénarios de demain en tête sur des guerres hybrides qui pourraient survenir dans les prochaines années, Général ? Alors des scénarios complets, non. On se prépare à une guerre qui sera assez différente, effectivement, et surtout l'utilisation des nouveaux milieux va certainement se généraliser. Donc on dit que la guerre en Ukraine est la première guerre spatiale. Elle n'est pas que spatiale, évidemment. Là, il y a un vrai front, il y a de vraies actions de combat, il y a un vrai champ de bataille. Mais néanmoins, ce à quoi on s'attend, c'est qu'effectivement les nouveaux milieux, et je pense qu'au départ le milieu spatial et le milieu cyber sont probablement les premiers impactés, feront l'objet des premières attaques, ou en tout cas des premières manœuvres. Et elles seront hybrides justement pour retarder le moment où l'agression devient manifeste et permet une réaction des États attaqués, de l'État ou des États attaqués. Alors aujourd'hui, ce qu'on regarde, le scénario et la façon dont se déroulera le scénario d'un début de guerre, là il faut avoir de l'imagination, on peut penser à tout. On peut penser qu'on sera probablement surpris d'ailleurs, comme le disait récemment le commandant du CNOA, vous avez beau être préparé, de toute façon il y aura toujours une première fois, et donc vous serez surpris par cette première fois. Donc ce qu'on regarde plutôt, c'est quelles sont les capacités qui sont accessibles aux pays ou à des adversaires potentiels, et on regarde ce qu'ils font, et on essaie d'imaginer comment ils pourraient les déployer. Encore une fois, il est difficile de savoir exactement ce qui est lancé, et de savoir exactement ce dont sont capables les satellites ou les objets spatiaux qu'on voit arriver dans l'espace. Bon, en plus, les attaques contre le segment spatial ne se feront pas forcément dans l'espace, elles se feront aussi au sol, mais là, on n'est pas les seuls à se défendre, évidemment, donc on comptera beaucoup sur la défense cyber aussi, sur la protection physique de nos installations au sol, évidemment. Donc ça, c'est une autre type de défense qu'il faut organiser, et le CDE regarde plus particulièrement, effectivement, comment on va se préoccuper d'événements dans l'espace qui pourraient être des attaques caractérisées ou pas, mais en tout cas essayer d'éviter que nos moyens en souffrent et que nos moyens disparaissent alors que la guerre n'a pas encore commencé et qu'on n'a pas vraiment de raison de se défendre. Et donc là, on regarde tout ce qui apparaît aujourd'hui, tout ce que permet la technologie comme manœuvre. On regarde les nouvelles manœuvres, les nouveaux satellites qui apparaissent, et on se demande ce qu'ils sont capables de faire et comment ils pourraient être utilisés. Est-ce qu'il y a vraiment une intention ? Encore une fois, dans la menace, il y a la capacité physique de provoquer des dommages, mais il y a aussi après l'intention. Donc il faut arriver à travailler en même temps sur les deux. Et donc là, on regarde tout ce qui arrive dans l'espace aujourd'hui. La technologie, pour y revenir, permet aujourd'hui, généralise l'accès à l'espace, ou en tout cas donne accès à l'espace d'abord à beaucoup plus d'acteurs. Je signale d'ailleurs qu'on pourrait avoir des choses assez désagréables qui viendraient d'acteurs non étatiques. Ça reste un scénario possible. Les choses qui arrivent dans l'espace sont de plus en plus capables, donc leur capacité numérique, la miniaturisation des plateformes, les performances des moteurs rendent les choses de plus en plus compliquées et dynamiques. Et donc ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est justement la surprise qui peut arriver dans l'espace de quelque chose qui est déjà prépositionné et qui subitement ferait quelque chose de complètement différent de ce qu'il a fait jusque-là. Et donc c'est bien à ça qu'il faut qu'on se prépare à réagir, avec donc un temps de réaction, des manœuvres, une intention et puis des objectifs qui seront vraiment
vraiment pas clair, difficile à suivre en plus, puisque des objets tournent en permanence autour de la planète. Pour suivre ce qui se passe, ça reste quand même assez compliqué. Merci, mon général. Amiral Sébastien, l'ancien patron de l'ANSSI avait dit à un moment donné il faut s'attendre à un Pearl Harbor cyber. Est-ce que c'est ça qui nous attend à l'avenir ou pas? Alors, le combat cyber, effectivement, il est déjà présent en fait depuis de longues années. En mentionnant l'ANSSI, on mentionne l'ancien patron, ça veut dire qu'il y a déjà un petit peu de temps qui est passé. Le nouveau a diffusé récemment le panorama de la menace et effectivement, il montre qu'il y a une augmentation assez considérable des attaques cyber contre la France. On observe aussi les conflits, donc le rétexte de l'Ukraine avec des attaques de type. Alors, Pearl Harbor, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, quand on voit un opérateur téléphonique complet qui tombe avec des millions d'abonnés, là, on n'est pas loin de ce scénario un petit peu catastrophe. Donc, bien sûr, on travaille sur ces scénarios-là, pas tout seul, parce qu'effectivement, on mentionnait l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, qui supervise toute la réponse, finalement, de l'État français. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on analyse beaucoup, c'est les grandes tendances. C'est ça qui nous permet de construire un petit peu les scénarios et puis ensuite de bâtir notre défense. Et les grandes tendances dans le militaire, ce qu'on retire par exemple des conflits récents, c'est qu'évidemment la menace ne va pas cesser de croître. Phénomène général de numérisation croissante de tous nos processus finalement de l'activité humaine. Ça concerne les militaires, mais pas seulement, la société entière. L'Internet des objets. Aujourd'hui, on est à 15 milliards, je crois, d'objets connectés. On estime que dans quelques années, il y en aura 150 milliards. On a un développement assez massif de la connectivité avec la saturation du spectre électromagnétique, la 6G qui va arriver. Donc, ce qu'on voit, c'est pointe, c'est en utilisant tous ces nouveaux outils, finalement, c'est l'utilisation massive en couplage à des attaques cyber classiques du spectre électromagnétique. Donc la convergence entre ce qu'on appelle la guerre électronique dans le milieu militaire et la cyber. Ça, c'est notable, on l'observe déjà en Ukraine, l'exploitation du spectre pour pénétrer dans les réseaux avec du coup des usages de proximité parce qu'il y aura des bulles de connectivité de plus en plus petites dans lesquelles il faudra s'insérer. Et ce sera tout à fait propice à des modes d'action hybrides assez discrets dans des territoires ennemis. On voit aussi le lien croissant avec l'informationnel, je le mentionnais, ce couplage, il va encore grandir. Phénomène d'usage massif des réseaux sociaux, de polarisation des opinions, clusterisation, si je puis dire, un petit peu de l'information et des opinions. Et ça, c'est propice aussi à être utilisé en couplage à des opérations cyber assez classiques. Et enfin, la troisième tendance, mais je pense qu'on l'évoquera aussi sous un angle plus techno, mais c'est l'automatisation et l'amplification des attaques. L'usage de l'intelligence artificielle en particulier, c'est un vrai levier, on y reviendra, mais chez nos compétiteurs, c'est ça qui pourrait nous surprendre en fait, c'est l'ampleur, c'est avoir des agents autonomes et des attaques extrêmement massives sur un nombre de réseaux très nombreux, et c'est ça qui pourrait s'apparenter à un véritable Pearl Harbor. Merci Amiral. Amiral Lavaux, on voit bien que dans les grands fonds marins, il y a une volonté de dronisation, justement pour avoir cette maîtrise opérationnelle des grands fonds marins. Est-ce qu'on va avoir effectivement de nombreux robots dans les grands fonds et aussi des capteurs pour écouter ce qui se passe et écouter évidemment aussi les sous-marins? Bon, à échelle visible, on ne pense pas que les câbles puissent présenter une menace sur les sous-marins, compte tenu de leur discrétion, d'une part. Et donc le sous-marin reste actuellement le vecteur d'une action offensive le plus crédible. Et effectivement, on développe actuellement les capacités, les Américains la possèdent déjà, pour mettre en œuvre en entrée et en sortie, retour de mission, des drones depuis les sous-marins. Donc on y travaille également en France, probablement sur la prochaine loi de programmation militaire.
Donc cette capacité, évidemment, si on reste dans le contexte de la guerre hybride, est le vecteur de prédilection potentiel, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mer est opaque, enfin l'espace sous-marin est opaque. Et donc c'est le type de menace qui peut peser sur les infrastructures maritimes dont je parlais tout à l'heure, hein, les câbles, les pipes. Mais demain, avec la transition énergétique, on va voir l'essor des fermes éoliennes. Fermes éoliennes plantées par petits fonds, fermes éoliennes flottantes, notamment en Méditerranée, et puis également, comme ça se passe actuellement en Californie ou au large des pays asiatiques. Et puis le dernier point, c'est quid de l'exploitation des fonds marins, puisque effectivement le président de la République a récemment prononcé un moratoire sur cette exploitation. Pourtant, il y a d'ores et déjà des pays qui se lancent là-dedans. On peut évoquer la Norvège, on peut évoquer le pays de Nauru. Donc ça fera autant d'infrastructures maritimes potentielles qui pèseront économiquement et qu'il va falloir protéger. Alors les protéger comment ? On pourra les protéger, comme vous l'évoquiez, alors je vois davantage cet usage-là aux câbles, des câbles de protection passive avec des hydrophones, des systèmes de drones de surveillance, drones aériens, drones de surface, couplés à des systèmes de caméras, également couplés à la surveillance satellitaire. Je crois assez peu aux meutes de drones qui patrouilleraient le long des infrastructures maritimes. Ça me paraît quand même, enfin en l'état actuel des technologies, ça me paraît quand même compliqué à développer, lourd à maintenir. Merci. En général, dans votre domaine, quels sont les pays les plus en pointe, qu'ils soient aussi alliés et qu'ils soient aussi ennemis? C'est qui les meilleurs chez vous, dans votre domaine? Par la France, évidemment. C'est ce que j'allais dire, en dehors de la France, bien entendu. Non, évidemment, côté allié, je pense que tout le monde essaye de rattraper, tout le monde a compris l'enjeu que présentaient les systèmes spatiaux et l'enjeu que représentaient ces systèmes spatiaux dans la conduite de la guerre, dans les capacités militaires d'une façon générale. Mais pas que d'ailleurs, comme ça a été signalé, c'est quand on parle des capacités militaires ou des usages militaires de l'espace, évidemment, on a les mêmes besoins et les mêmes nécessités du côté civil. Et si les services spatiaux disparaissent, nos économies, nos façons de fonctionner seront, qu'elles soient civiles ou militaires, seront quand même sérieusement handicapées. Donc tous les pays cherchent à développer. Donc aujourd'hui, évidemment, il est clair que les Américains ont quand même une petite longueur d'avance en termes de nombre de capacités déployées. De réflexion et d'habitude d'employer ces systèmes, y compris chez les militaires d'ailleurs. Ils ont quand même la main sur pas mal de choses, sur pas mal de systèmes. Et ils sont très autonomes dans la façon dont ils conduisent les opérations spatiales militaires. Mais ils ont quand même aussi un petit défaut de réflexion. Enfin, ce que j'observe, c'est que voilà, sur les côtés militaires, il faut encore on réfléchit sur la guerre de demain, et notamment dans le domaine spatial, qu'est-ce que ça peut être et comment est-ce qu'on s'organise, comment on s'y prépare. Donc là, on a quand même des réflexions assez intéressantes avec eux, qu'on conduit franco-américains, mais aussi avec pas mal de pays européens et ailleurs dans le monde. Donc les pays européens, ils sont pratiquement tous intéressés par le sujet, évidemment, et ailleurs dans le monde, nous, on a pas mal de discussions avec des pays qui sont déjà très capables dans l'espace pour finir de répondre à la question, donc notamment l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi d'ailleurs, et puis un peu plus loin le Japon et la Corée du Sud. En face de nous, on est très inquiet par des gens qui sont aujourd'hui pas très coopératifs et dont on a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils font et jusqu'où ils veulent aller. Évidemment, tout le monde a la Russie en tête, on en a déjà beaucoup parlé, mais on est très curieux de savoir ce que font exactement nos amis chinois, qui mettent énormément de choses, qui investissent énormément dans l'espace, et de façon pas extrêmement transparente. En tout cas, on estime qu'ils pourraient être un peu plus clairs sur ce qu'ils font et sur leurs intentions. Ça veut dire qu'on aura des launch Olympe chinois, de plus en plus de launch Olympe chinois? Alors, des choses qui patrouillent sur l'arc géostationnaire, il y en a déjà pas mal. Oui, il n'y a pas que des Russes, oui. Donc ça fait partie des enjeux, mais il n'y a pas que l'orbite géostationnaire évidemment, mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on observe. On sait déjà que les Chinois ont fait des choses sur l'orbite géostationnaire d'ailleurs qui sont assez intéressantes, avec des déclarations d'intention extrêmement
positive et bénéfique pour tout le monde, notamment la désorbitation d'un satellite mort. Donc ils ont réussi à quand même désorbiter un satellite qui ne répondait plus, ils ont enlevé de l'orbite géostationnaire, et ce petit tracteur qui a enlevé ce satellite est revenu se placer sur l'orbite géostationnaire à l'emplacement initial. C'est quand même un truc, à ma connaissance, qui n'a jamais été fait. Mais quand on y pense, on se dit, OK, ce satellite qui attrape un satellite mort, qui l'emmène et qui revient, il sait faire quoi d'autre? Et donc on revient sur un petit peu l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Et là, bon, on essaie de deviner, mais ça fait partie du jeu aussi. Dans les puissances spatiales qui nous inquiètent un petit peu, évidemment, on regarde ce que font l'Iran et la Corée du Nord aussi en ce moment, qui développent des capacités, bon, un petit peu qui n'ont pas tout à fait le même calibre que ce que font évidemment les Chinois ou les Russes, mais c'est pareil, avec des intentions qui nous paraissent pas claires du tout et qu'il faut certainement surveiller et qui pourraient se retrouver un jour ou l'autre face à nous. Merci mon général. Amiral, qui sont les meilleurs dans votre domaine? Il n'y a pas trop de surprises, on retrouve à peu près les mêmes noms que et pour quelles raisons dans l'espace. Alors évidemment, du côté de nos alliés, les Américains font la course en tête et ils ont une maturité en matière de cyberdéfense qui est tout à fait reconnue et excellente. Nous coopérons avec eux évidemment. Il suffit de voir l'ampleur des révélations Snowden sur les capacités de surveillance, et encore c'était il y a quelques années, américaines, pour voir à quel point ils ont pris de l'avance. Au-delà de ça... Ils se sont améliorés encore? Moi, oui. On l'estime en tout cas. Mais, parmi nos alliés, il y a une vraie dynamique désormais de coopération à l'échelle à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne. L'OTAN, le cyber était un petit peu à la traîne. C'est souvent quelque chose qui est très souverain, le cyber. On a du mal à partager. Ça, c'est en train de changer. Voilà, il y a un centre de partage, de situational awareness au sein de l'OTAN qui est en train de se mettre en place pour effectivement mieux partager l'information entre nations, mais aussi avec le privé, puisque en fait, un élément essentiel quand même pour lutter contre la menace cyber, sachant qu'elle est duale, c'est d'avoir accès à du renseignement d'intérêt cyber. Donc, en interne, on va dire militaire, de l'Alliance avec les différentes nations contributrices, mais aussi en partenariat avec le privé. Ça, c'est extrêmement important. Et cette même coopération se met aussi en place à l'échelle européenne. On a créé il y a quelques années, c'était une initiative du ComCyber, le forum des cybercommandeurs européens. Et voilà, c'est quelque chose qui désormais est repris par les autres nations et qui est tournant, et sur lequel on capitalise justement pour ce partage d'informations, une analyse commune de la menace. Voilà. Après, il y a d'autres nations qui tirent leur épingle du jeu et qui sont connues. Je voudrais mentionner Israël parce qu'elle a su mettre en place un écosystème assez remarquable qui nous a inspiré là, du côté français, puisque en fait, c'est un écosystème qui a été bâti en faisant coopérer ensemble non seulement les institutions, mais le monde académique et la partie industrielle. Et tout ça travaille bien au sein d'un campus à Beersheva, notamment, qui a été finalement un petit peu à l'origine de notre idée de campus cyber en France. Donc ça marche à un point tel que beaucoup de sociétés israéliennes commercialisent leurs produits. Et ça, alors on connaît très bien Pegasus, qui est très renommé, par NSO Group. Ça, c'est plus inquiétant, évidemment, parce qu'il y a derrière une petite logique de prolifération et d'accès, finalement, à l'arme offensive cyber à certaines nations qui n'ont pas les moyens technologiques de les créer eux-mêmes. Voilà. Du côté des grands compétiteurs, pas de surprise, la Chine, la Russie. La Russie, on l'a évoqué déjà assez longuement. Pour ce qui est de la Chine, je crois que ce qui a été beaucoup médiatisé dans la presse les dernières années, ce sont ses capacités de cyber-espionnage, en particulier vis-à-vis d'entreprises dans le secteur de la défense, mais pas seulement. Ce qui est un petit peu nouveau, ce qu'on voit apparaître, et ça c'est les Américains qui nous le disent, d'ailleurs ils le diffusent largement, et puis pas seulement les Américains, les Five Eyes, c'est du prépositionnement sur des infrastructures critiques. Donc c'est abondamment critiqué évidemment par les Américains, avec des techniques utilisées qu'on appelle « living off the land », tout simplement. C'est utiliser des accès tout à fait légitimes des systèmes d'information pour se camoufler à l'intérieur. Donc ça rend la détection extrêmement compliquée. Donc on voit le degré de technicité et de maîtrise
en fait, de la Chine sur ces sujets-là. Voilà, je ne veux pas être trop long, donc je vais passer la parole à mon voisin. Amiral Lavaux, qui sont Bon, les compétiteurs et qui sont vos alliés, qui sont bons? Alors, les compétiteurs peuvent être aussi les alliés. C'est la guerre hybride, ça. Non, on retrouve le tiercé gagnant qui a été évoqué par mes corps-légionnaires à l'instant. Je commencerai par celui qu'on connaît le moins bien, ce sont les Chinois. Deux signes qui nous permettent de pressentir qu'ils ont quand même une grosse dynamique dans le domaine. Ils ont il y a quelques années, effectué une plongée dans les fosses des Mariannes qui a surtout un impact médiatique, mais qui illustre bien leur capacité. Donc là, pour le coup, c'est un sous-marin habité. Et puis, on peut pressentir qu'ils ont des capacités assez similaires à celles qu'ont les Américains, dans la mesure où ils construisent actuellement l'équivalent de la flotte française tous les 4 ans. Donc, je pense que dans le domaine des fonds marins, de capacité à la fois offensive et défensive, ils ont débuté leur développement sur le même tempo. On trouve ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, donc les Russes, avec une composante sous-marine qui est un pôle d'excellence des forces armées russes, notamment dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont transformé des sous-marins qui étaient des sous-marins lançant engins en capacité pour agir jusqu'à 6000 mètres. Et puis enfin, on a évidemment nos amis américains qui ont développé tout un panel de capacités, à la fois habitées, inhabitées, dont le concept, donc le seabed warfare, est comparé au nôtre résolument offensif. Tous les cadres du seabed warfare américain sont très inspirés des doctrines SEALs, des nageurs de combat, donc ils ont une vision quand même très offensive, par rapport à la doctrine française qui se veut délibérément beaucoup plus floue, puisque la nôtre va effectivement de l'action offensive, mais également jusqu'à l'action de l'État en mer, domaine dans lequel probablement le français est beaucoup plus préoccupé, puisqu'il traite également des enjeux de pollution, de préservation des fonds marins, etc. Donc la France développe des capacités. On a actuellement une capacité qui est limitée à 2000 mètres de profondeur. Et l'objectif dans les années qui viennent est de développer des capacités de drones et de robots téléopérés pour agir jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Merci. Justement, on va aborder le volet capacitaire. Très rapidement, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Quelle capacité dont avez-vous besoin et quelle montée en puissance à l'horizon 2035? Mon général, à vous, rapidement. Très rapidement. Mes priorités aujourd'hui sont vraiment sur la montée en puissance du commandement de l'espace, qu'on a créé à partir de pas grand-chose. On rassemblait tout ce qui existait, mais maintenant il faut donner de la cohérence à tout ça. La mission qui donne de la cohérence à cette montée en puissance, c'est vraiment celle de défense spatiale, dans ce qu'on appelle la défense active dans l'espace, qui nécessite quand même des moyens relativement nouveaux, le perfectionnement de nos moyens de surveillance et de compréhension, d'analyse de ce qui se passe dans l'espace. Donc ça, c'est des radars, des capteurs, mais aussi le traitement de toutes les données qui vont venir de ces capteurs divers et variés, pour pouvoir en faire une analyse et se prémunir de la surprise, tout en planifiant une réponse et en conduisant cette réponse si elle était décidée. Et donc, pour conduire une réponse qui a été décidée, évidemment, ça se fera par tout un tas de moyens. Et là, on rejoint l'hybridité. Ça ne sera pas forcément dans l'espace. On peut répondre à une situation spatiale par autre chose. Mais néanmoins, il ne faut pas exclure la réponse dans l'espace également. Et donc là, les moyens de répondre dans l'espace sont importants. Parce qu'ils présentent tout un tas d'avantages, de visibilité, de réversibilité, de démonstration aussi, et de crédibilité. Et donc là, vraiment l'effort est mis sur ce qu'on appelle nos patrouilleurs guetteurs, donc des satellites qui sont capables de surveiller, d'aller voir de plus près ce qui se passe dans l'espace et de s'interposer éventuellement. Pas d'avion spatial? Nous n'en sommes pas encore là. Alors après, on pourrait revenir sur toute la discussion. Il faudrait commencer par définir ce que c'est qu'un avion spatial et pourquoi, etc. Et aujourd'hui, ce sont des développements qui sont assez complexes. Et de toute façon, le monde de l'espace, c'est un monde extrêmement dronisé pour l'instant. Il y a assez peu d'humains dans l'espace et pour l'instant, ce n'est pas franchement la priorité pour nous, militaires, en tout cas dans le cadre de ces missions, de remettre des hommes dans l'espace. Donc l'avion présente aujourd'hui pas suffisamment d'avantages pour qu'on s'y intéresse de près, mais c'est quelque chose qu'on verra probablement réapparaître dans l'avenir. Merci, mon général. Amiral, évidemment, cyberdéfense, il n'y a pas d'infrastructure énorme pour l'investissement, en tout cas. Mais quelles sont les technologies les plus importantes pour vous qui vous permettront de rester dans la cour des grands? J'imagine que l'IA fait partie de ces technologies.
pense à un avenir plus ou moins lointain, le quantique, mais il y a peut-être d'autres technologies disruptives sur lesquelles vous allez vous appuyer. Oui, alors les principales technologies, effectivement, c'est l'IA et le quantique. Et puis, ça, en fait, ça nous concerne déjà. Hein. C'est pas si prospectif que cela. Globalement, on cherche à développer nos capacités dans les 3 domaines de lutte qui sont de notre responsabilité. Donc, la lutte informatique défensive, la lutte informatique offensive aussi, qui a besoin d'outils, d'un arsenal, comme on dit. Et puis, la lutte informatique d'influence, cette fameuse couche cognitive que j'évoquais du cyberespace. Pourquoi on a besoin de l'IA? On a besoin de l'IA notamment pour être capable de surveiller, détecter, caractériser. Donc, exemple, en matière informationnelle, on utilise aujourd'hui de plus en plus, nos adversaires utilisent de plus en plus ce qu'on appelle des deepfakes. Et donc, on a besoin de l'IA pour les détecter. D'ailleurs, l'IA est utilisée par ailleurs pour les générer, ces deepfakes. On voit que c'est le poison et l'antidote est évidemment l'IA. Mais d'ores et déjà, l'IA est aussi utilisée sur un mode défensif dans des sondes réseau, dans ce qu'on appelle des EDR, donc c'est-à-dire des points de surveillance de serveurs ou de stations qui vont détecter des comportements anormaux. Donc c'est un véritable levier, et ce qu'on envisage, c'est qu'il va y avoir une véritable automatisation des tâches, et puis l'IA générative va offrir un levier à des opérateurs pour, dans une forêt d'événements, détecter, être capable d'avoir celui qui est pertinent et d'enclencher les actions qui vont derrière. Le quantique, pourquoi je disais que ça nous concerne déjà, c'est qu'en réalité, on envisage des capacités de déchiffrement en fait, qui vont être colossales. Et donc, du coup, il faut d'ores et déjà que les algorithmes des chiffreurs qu'on va mettre en place soient dits post-quantiques. Donc ça, c'est un véritable enjeu, et en fait, dès maintenant. Voilà. D'autres tendances qu'on regarde, ou aspect technologique, c'est le métavers. Ça, en fait, est-ce que ça va être un nouvel enjeu pour le cyberespace? Est-ce que ça va, si je puis dire, agréger beaucoup d'utilisateurs à un point tel que ça va devenir un véritable enjeu de surveillance, détection, etc., caractérisation aussi? C'est une tendance qui reste à surveiller, on n'en est pas sûr encore. Voilà. Merci Amiral. Amiral Lavaux, donc vous avez cité effectivement des sous-marins qui vont à 2000 mètres, mais vous avez un besoin d'aller à 6000 mètres. On en est où justement? Dans le cadre du programme France 2030 qui est en cours, donc l'objectif est de notifier dans les semaines qui viennent 2 robots qui préfigureront les capacités pérennes des années 2030. Donc un drone d'un côté et puis de l'autre un robot téléopéré qui ont tous les 2 vocation à travailler à 6000 mètres de profondeur, pour ensuite envisager au tournant des années 30-40 des capacités pérennes déployées sur Brest et sur Toulon, et éventuellement aérotransportables ou transportables sur les territoires et départements d'outre-mer. Les enjeux pour nous, ça va être évidemment la donnée. Les premières expérimentations qu'on a conduites en Atlantique ces derniers mois nous ont permis de constater que sur 4 à 5 jours de travail sur le fond, par 4000 mètres de profondeur, ça génère 40 téraoctets de données qui sont finalement assez grossières, qu'on a besoin d'affiner, de rendre plus sobres pour pouvoir les exploiter. L'IA est d'ores et déjà en service au sein de la flottille de lutte contre les mines, qui verra son premier appareil de série arriver dans les semaines qui viennent. Donc on a déjà commencé, jusqu'à présent en fait, on entraînait les hommes et les femmes de nos équipages. On sait déjà qu'il va falloir entraîner les machines. C'est-à-dire qu'il va falloir les gaver avec des données de topographie de fond, de caractéristiques de mines, caractéristiques d'épaves, de câbles sous-marins, d'infrastructures sous-marines. Donc l'intelligence artificielle est déjà en marche pour ce qui concerne la guerre des mines. Et puis derrière, il y a tous les enjeux de miniaturisation des appareils. On a coutume de distinguer dans le domaine de la dronisation sous-marine, mais je pense que c'est un peu la même chose dans les autres domaines, dans les autres milieux, le véhicule, de la charge utile et des systèmes de contrôle et de commandement. Donc pour la partie sous-marine, il y a des vrais enjeux en termes d'autonomie, de performance des batteries, et puis des systèmes de communication qui ne sont qu'acoustiques avec des faibles débits dans l'espace sous-marin.
Merci. Bon, en général, vous n'avez pas évoqué les technologies du futur, en tout cas les technologies comme l'intelligence artificielle et le quantique. J'imagine que dans le spatial aussi, vous avez besoin de ce type de technologie aujourd'hui? Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est une évidence. Sans numérique, moi, je ne fais rien. Donc, je suis extrêmement dépendant du numérique. Je suis extrêmement dépendant des réseaux et des câbles qui sont protégés. Je suis extrêmement dépendant de la cyberdéfense. Et donc, tout ça, évidemment, mes systèmes sont tous complètement numériques. L'intelligence artificielle va me servir, évidemment, à traiter des données hétérogènes en très grande quantité et rapidement, mais aussi à pré-mâcher le travail des opérateurs en facilitant son analyse et la prise de décision qui est associée. Donc c'est partout, et évidemment le quantique, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais ce qu'on voit du quantique, effectivement, va nous apporter des solutions nouvelles, des capacités nouvelles, mais qui seront aussi disponibles chez nos adversaires, donc il faut bien qu'on s'en serve. Voilà, ça fait partie de la puissance de calcul, de rapidité de traitement des données dont on a besoin, etc. Et donc c'est plus une question de solution, mais chez moi, le numérique, l'intelligence artificielle et bientôt le quantique sont partout. Très très rapidement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de coopérer sur des missions en commun? Alors, la coopération, elle est assez compliquée aujourd'hui parce que l'action est relativement compliquée dans l'espace. Néanmoins, la coordination elle est permanente. Donc, on se parle, on a besoin de se parler en permanence. Et aussi parce que de militaire à militaire, encore une fois, l'interprétation est difficile. On a toujours besoin de confirmer ce qu'on pense ou ce qu'on observe ou de lever les doutes. Et donc, ça passe aussi par un certain degré de coopération. On n'est pas encore directement rentré dans une coopération au sens de... Coopération avec la cyberdéfense. Ah pardon, la cyberdéfense. Ouais. J'étais sur une coopération internationale, mais oui, la coopération, on coopère en permanence. Oui, puis d'une manière générale, on parle de l'intégration multimilieu, multichamp. On a eu l'occasion l'année dernière, les armées, de faire un exercice phare dans le domaine pour inaugurer ce concept d'intégration de tous les milieux et tous les champs qui s'appelle Orion 2023. Et on rééditera en 2026 un exercice de cette nature. Amiral Lavaux, peut-être le dernier mot? J'ai évoqué tout à l'heure les enjeux de la protection des infrastructures marines, donc ça passe notamment par la surveillance satellitaire, et puis au cœur des enjeux de l'hybridité, de la maîtrise des fonds marins, il y a tous les enjeux de données, on a évoqué les câbles tout à l'heure, donc les trois systèmes se partagent tout un tas de communalités, c'est pour ça que l'amiral Vendier appelait ça les espaces communs. Merci à vous trois, je vous demande de les applaudir, merci infiniment.